פרשת מטות, פרק ל"ב. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון אצטרה, הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. Les Bnei Gad et les Bnei Rouven avaient des troupeaux nombreux pour Rouven et considérables pour Gad. Ils virent le territoire de Yazer et la terre de Gilad que les Bnei Israël avaient conquis au détriment de Sichon et Og, et c'était un pays de pâturage. Les Bnei Gad et les Bnei Rouven s'adressent à Moshe, à Elazar Cohen, à tous les princes des tribus. La terre qu'Hachem a frappée devant l'assemblée des Bnei Israël est une terre de pâturage. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Donc, ils ont clairement vu que la conquête des Bnei Israël était toute indiquée pour leur revenir, puisque c'était une terre de pâturage. Or, en termes de pâturage, c'était Reuven et Gad qui étaient le mieux fournis. Et à ce moment-là, quand ils ont revendiqué cette terre, ont demandé de rester de l'autre côté du Yarden, ils n'ont pas voulu traverser en Eretz, ils ont eu droit à des réprimandes très très musclées de la part de Moshe, qui leur a reproché de ne pas faire corps avec les autres, de démoraliser les troupes, et qui vont se dire, eh bien, c'est parce qu'ils ont peur de rentrer en Eretz et d'affronter tous les rois d'Eretz qu'ils ont décidé de prendre leur terre déjà ici, et avec cela ils reproduisent cette façon de démoraliser le peuple que 40 ans plus tôt les Meraglim avaient déjà déjà partagée par les Meraglim, et suite à quoi Hachem les a promené les Bnei Israël pendant 40 ans jusqu'à ce que toute cette génération ait disparu, et maintenant vous recommencez, et maintenant de nouveau vous démoralisez le peuple, vous ne pensez qu'à vous, etc. Et donc les Bnei Gad et les Bnei Rouven font amende honorable, ils disent non, pas du tout, on va ici laisser installer les troupeaux, et notre famille, les femmes et les enfants, et nous on va aller en tête des Bnei Israël, on va conquérir la terre, et non seulement conquérir la terre, mais attendre que chacun ait récupéré le territoire qui lui revient, et ensuite seulement on reviendra ici rejoindre notre famille et nos chers troupeaux qui sont restés de l'autre côté du Yarden. Donc ils ont fait encore plus que demander, que leur avait demandé Moshe. On s'attendait à ce qu'ils fassent la conquête en tête des Bnei Israël, c'est très bien de le faire en tête, mais eux ils ont même dit le kibouch et le yishuv, et l'installation même en Eretz, également 7 années supplémentaires d'installation en Eretz, qu'ils se sont engagés à rester, ou ils se sont engagés à rester en Eretz. Et donc Moshe accepte leur proposition, mais eux ils disent, eh bien donc nous on va construire ici des enclos, on va dresser des barrières pour nos troupeaux et des villes pour nos femmes et nos enfants, et c'est reparti. Moshe de nouveau leur fait des reproches virulents. Pourquoi? Parce que ils sont en train de s'intéresser à leurs troupeaux, toujours ces fameux troupeaux qui les intéressent davantage encore que leur propre famille. Il faut d'abord s'intéresser, faire des enclos pour les troupeaux, et ensuite ils parlent de construire des villes pour leurs femmes et leurs enfants. De cela aussi ils font amende honorable. Et voilà, et ça c'est l'engagement qui est pris entre les Bnei Gad et les Rouven d'une part, et Moshe et les responsables du peuple d'autre part. Si vous faites ce à quoi vous êtes engagés, vous récupérerez les terres en Chutz Laaretz. La vision du Midrash Rabbah
à la fin de la parashat Matot n'est guère plus positive envers les Bnei Gad et Bnei Rouven. Dans le Perek Kavbet Bamidbar Rabbah, le Midrash 7, à propos des troupeaux des Bnei Gad et Bnei Rouven, Shalosh matanot nivreu baolam zacha b'chat mehen natal chemdat kol haolam. Il y a 3 cadeaux créés dans le monde. Si on a obtenu l'un de ceux-là, eh bien on emporte tout. Mais pour peu que l'on qu'on attribue à ses propres mérites le fait d'avoir hérité d'un de ces dons, de ces cadeaux du ciel, eh bien ça se retournera contre nous. Preuve à l'appui, ces 3 cadeaux sont la chorma, la richesse et la force. Dans la chorma d'abord, il y a eu un grand sage parmi les Bnei Israël, Achitophel, le maître de David Améler, et de l'autre côté il y a Bilam. Regarde, les deux ont une fin misérable. Pour la richesse, Korach d'une part, Haman de l'autre, ont eu droit à des richesses absolument exceptionnelles. Regarde ce qui est advenu aux deux. Pour la force, Shimshon et Goliath, les deux ont fini d'une façon assez misérable. Et donc on voit que si tu t'attribues un don du ciel, alors ça se retourne contre toi et tu n'arrives pas à le conserver. Alors que si tu sais bien que ça vient du ciel, Notel et kol chemdat haolam kulo, tu t'empares de toute la richesse et tout le bien du monde. Les Bnei Gad et les Bnei Rouven aussi, suite des fins du Midrash, ont obtenu ces richesses extraordinaires, des troupeaux en nombre exceptionnel, et ça leur a fait préférer rester en Chutz La'aretz que de rentrer en Eretz. Ils se sont séparés al shifrishu atzmam min achehem bishvil kinyanam, par le fait qu'ils ont préféré faire bande à part, se séparer de leurs frères à cause de leurs troupeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été exilés les premiers avant toutes les tribus. Midrash suivant, Zeshomer Akatuv, le verset qui dit Kilo mimotsa ou mimaharav, velo midbar harim, Kelokim shofet, zeyashpil, zeharim. Que signifie cela? C'est pas parce que tu trouves, ni de ce que tu rapportes de l'ouest, ni du désert, des montagnes, car c'est Hachem qui juge l'un et qui juge, il élève l'un et rabaisse l'autre. C'est pas les gesticulations de l'homme, les efforts de l'homme d'aller d'est en ouest, de traverser le monde, de partir en mer, de se mettre en danger pour arriver à rapporter des richesses fabuleuses d'outre-mer. Ce n'est pas le fait de prendre des risques de traverser le désert pour à pas du gain qui va rendre l'homme riche, parce qu'en réalité, la richesse de chacun, c'est Hachem qui l'attribue. Et ainsi, quand les Bnei Gad et les Bnei Rouven ont reçu leur... Hachem avait décidé de leur donner de la richesse, il a fait tomber Midian, qui avait de très nombreux troupeaux aux mains des Bnei Israël, et a donné leurs troupeaux à Gad et à Rouven. D'ailleurs, une matrone, une femme importante de Rome, avait interrogé Rabbi Shimon ben Chalafta et lui a demandé, mais Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et qu'est-ce qu'il fait depuis? Eh bien, par la suite, Hachem Ishpot Ze Yarim, Ze Yashpil, Ze Yarim, Hachem attribue les biens, les outils à l'homme. À l'un, Hachem va le rabaisser, lui fait perdre sa richesse, à l'autre il va lui attribuer la richesse, et c'est ce qui est arrivé avec les Bnei Gad et les Bnei Rouven. Et c'est pour cela, dit ce Midrash, que les différents termes qui définissent l'argent ont tous un caractère comme ça, ils mettent tous l'accent sur le côté aléatoire
de la richesse. La richesse en soi ne te profite en rien. Par exemple, on appelle Nechassim, Nirse Vnigleleze. Nechassim, c'est des biens. Ben, le mot lui-même vient de Nirse, caché. Et comme si c'est cette fortune, à l'un elle est dévoilée, à l'autre elle lui est dérobée. Oui. Ou bien Mammon, Machatamone et Noklum. Mammon, c'est l'argent, oui. Ce que tu comptes ne signifie rien. Ou bien Maot, Maot, Malhet, Devar Malhet, c'est une chose passagère. Ou bien Mammon, hein, et il y a encore un terme là, juste une seconde. Zouz. Zouz, le terme de zouz, zouz ça vient de zouz de filet, ça te file entre les mains. Donc c'est le texte insiste bien, la langue insiste bien sur le caractère contingent d'une richesse, et il ne faut surtout pas s'en attribuer le mérite et l'origine de la richesse dans la personne, mais dans des choix qu'Hachem fait quand il conduit son monde, et à cela il s'occupe depuis la création du monde. Le midrash suivant, à propos de ces troupeaux nombreux, c'est le verset qui déclare Lev chacham limino velev kesil lismolo. Le cœur d'un chacham est du bon côté, du côté droit, alors que celui du sot est du côté gauche. Lismolo osher vekavod, c'est celui qui voit la richesse comme une finalité, et le kavod comme un but en soi, et non pas des instruments pour réaliser ce pourquoi on a été mis au monde. Et c'est pourquoi on dira que les Bnegad et Reuven, atem chibavtem et miknechem yoter min ha nefashot, chayechem ein bo bracha. Vous qui avez privilégié vos troupeaux, vous êtes inquiété de construire des enclos pour les troupeaux plus que les personnes, et ensuite seulement vous êtes soucié de construire des villes, ça s'appelle Matana Mevorelet Barishona Vacharita Lotovrach. Une matana trop empressée, qu'on est trop empressé d'obtenir au départ, ça va avoir, elle aura des conséquences fâcheuses et n'aura aucune bracha par la suite. Donc, on voit aussi bien du pshat du texte, où les Bnegad et Bnei Rouven n'ont de souci finalement que de faire une lecture de on a des troupeaux et Hachem a donné comme ça, nous a fait conquérir les territoires où il y a de nombreux pâturages, donc on déchiffre bien par là l'intention du ciel de nous attribuer ces territoires de Sichon et Og. Et alors que Moshe chaque fois insiste, c'est la terre qu'Hachem a conquise, c'est Hachem qui vous donne, et Hachem qui est devant les troupes, etc., etc. Alors que eux, ils voient bien cela, mais par la suite, ils sont en train de parler comme si c'est eux les propriétaires des biens, et même inverse, ils ont un cœur qui est mal dirigé, qui se préoccupe plus de la richesse. Alors, on pourrait avoir une impression assez triste de ces deux tribus qui font partie pourtant des 12 tribus de tzadikim qui constituent le clan Israël. Pourtant, si on regarde la paracha de Zot HaBracha, la bracha de Gad dans Zot HaBracha, avec le commentaire de Rashi, nous donne un aperçu tout à fait différent de ces tribus. Où le Gad Amar, Baruch Machiv Gad, que la vie Shochen, Taraf Zora Avkodkod. Quant à Gad, Moshe lui déclare béni Hachem qui a Marchiv Gad, qui a élargi, qui a augmenté Gad, qui le fait résider comme un lion, et Gad arrache le bras et en même temps la tête.
il est caractérisé par cette puissance extraordinaire d'arriver d'un coup de sabre à détacher la tête et le bras, allusion à ce que Gad euh, euh, est proche, est caractérisé par la mitzvah de Tfilin, la tête et le bras, de lier, de rattacher l'acte à la pensée. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de réaliser la pensée, et c'est ce qui lui donne une force particulière contre les ennemis. Vaya reshitlo, kisham chelkat mechokek safun, vayetero she'am tzidkat hashemasa umishpatav im Israël. Il a vu les prémices pour lui, car c'est dans son territoire que la part du législateur est enfouie. Il amènera les têtes du peuple, il conduira les têtes du peuple, il a fait ce qui est juste aux yeux d'Hachem et selon ce qu'il fallait avec Israël. Alors Rashi là-dessus dit Vayar Reshit Lo. Il a vu les prémices, il a vu le départ, il a vu le début. Rashi Ra'a liten lo chelek be'eretz Sichon ve'og shei Reshit kibush haaretz. Il a vu qu'il convenait de prendre, qu'on lui donna la part dans le pays de Sichon et Og, qui est le début de la conquête d'Eretz. Ensuite, Kisham Chelkat Mechokek, car c'est là-bas que le territoire du législateur se trouve. Kiyada Asher Sham Benachalato Chelkat Sadeh Kvurat Mechokek Vu Moshe. Il a vu que là-bas, dans son territoire, reposait le terrain, se trouvait le terrain où reposait la tombe du législateur qui est Moshe. Safoun, enfui, Otar Chalaka Sefuna Utemuna Mikol Bria, une part qui est cachée et qui est dérobée aux yeux de toute créature, chez Neymar, Velo Yada Ish et Kevurato, et personne ne savait où est véritablement, précisément enterré Moshe. Vayete, il a amené, Gad, Rocheam, Hem Hayu Holchim Lifne Achalutz Bekibush Haaretz, le fils Hayu Giborim. Et c'est eux qui vont mener, qui vont être à la tête de la conquête d'Eretz et conduire donc les principaux du peuple à leur suite pour prendre possession de la terre d'Eretz. Tzidkata Shemasa, Sheeminu Divrehem, Veshamru Avtachatam, Laavor et Hayarden, Achikipshu Mechilko. Ils ont réalisé leur promesse, leur engagement d'être à la tête du peuple. Ils ont fait le bien aux yeux d'Hachem en menant le peuple jusqu'à la conquête et l'installation en Eretz. Un regard absolument différent de celui qui semble être dénoncé tant dans le texte de la Torah et que dans le Midrash. Ici, on voit que, en vérité, derrière le choix de résider en Chutz La'aretz, on ne parle pas du tout des troupeaux. Ce dont on parle, c'est de voir le lieu où Moshe est enfui. La Gemara dans Sota Yud Gimel Amud Bet dit que Rouven, il a demandé d'hériter de Nevo, Har Nevo, l'endroit où Moshe va mourir. C'est ce qui parlait, qui interpellait Rouven, alors que Gad, lui, ce qu'il voulait, c'est le lieu où était enterré Moshe, lieu mystérieux où est enterré Moshe,
et à propos duquel la Gemara dit que la Malchoute de Rome a déjà essayé de déterminer quel était l'endroit où était enterré Moshe, et une partie des troupes romaines était au sommet de la montagne, et ils regardaient vers le bas, et ils ont dit, tiens, c'est là-bas, on voit au loin l'endroit où Moshe est enterré. Ils sont allés en bas, et ils ont vu, ben non, c'est Moshe enterré sur la montagne. Alors ils se sont partagés en deux. Une partie des troupes était sur la montagne, une partie était dans la vallée. Ceux dans la montagne avaient l'impression que Moshe était enterré dans la vallée. Ceux de la vallée avaient l'impression que Moshe était enterré sur la montagne. Et lo yada ish et kevurato, personne ne sait au juste où est enterré Moshe. Et d'ailleurs, le texte assez étonnamment dit, et même Moshe lui-même ne sait pas où il est enterré. Oui, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Et Gad a été sensible, lui, à cela. Il y a quelque chose à prendre de, de se rapprocher de ce qu'on appelle le réchit à Kibouche, le principe de, les prémices de, le début de, comme si la raison d'être de la conquête d'Eretz se trouvait du côté de la dimension de Moshe, impossible à définir avec précision, au point que même Moshe lui-même n'avait pas conscience de la dimension qu'il portait avec lui. Même Moshe ne sait pas le lieu qui va finalement où il voit échoir, car c'est une dimension qui est au-dessus de toute compréhension humaine. Et Gad a été sensible à cela. Et c'est pour cela qu'il a voulu absolument hériter avec Rouven de ces territoires, et c'est ça qui leur a fait choisir de rester en Chutz Laaretz, et qui a fait qu'ils ont pu être les conquérants à la tête des pionniers de la conquête d'Eretz. C'est ça qui leur a permis d'être rois, que la vie shochen, comme un lion. Ils sont au lieu d'une bracha chez Yaakov, Gad Gedoud Yeguden Levu Yagud Akev, que c'était des baroudeurs, c'était des gens dans la bouche de Yaakov qui sont capables de faire des coups de main, d'aller infliger des pertes comme ça, partielles, peut-être sévères, mais partielles à l'ennemi. Et maintenant, on en voit que c'est devenu dans la bracha, dans la bouche de Moshe, c'est une tribu qui est devenue comme un roi. Ce sont eux les rois de la conquête, alors qu'ils sont en Chutz Laaretz, et parce qu'ils sont en Chutz Laaretz, parce qu'ils se sont intéressés au, à la dimension de Moshe, à cette dimension qui dépasse, qui déborde la personne de Moshe, c'est ça qui a fait qu'ils sont restés en Chutz Laaretz, et c'est ça qui leur a donné cette force d'être les chefs de la conquête. Donc, très étonnant qu'une telle divergence de lecture sur Gad et Rouven, le texte et le midrash qui semblent insister sur leur intérêt immédiat, sur leur attachement aux biens matériels, sur le fait que leur échelle de valeur était inversée, les biens avant les personnes. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'ils ont été exilés, ils n'étaient pas en place parce que les choses n'étaient pas en place chez eux telles qu'il le fallait, et donc c'est les premiers qui ont été exilés par la suite. Et tout ce qu'il y a à dire sur eux, que le Midrash ne se gêne pas, ne cache pas sur eux, alors que le texte de la bracha de Moshe Rabbeinu est infiniment plus positif et voit chez eux une préoccupation d'une dimension. Comment arriver à concilier cette lecture moralisante, peut-être qui nous apprend des choses sur le même si tu penses, même si tu lis, tu arrives à voir, à décrypter, à décoder le message de la volonté divine, que cette terre, elle te revient parce que c'est là que tu vas te réaliser.
Mais il faut jamais, jamais perdre de vue d'où te viennent les biens, à qui tu les dois, et c'est seulement si tu sais quelle est la véritable origine des biens que tu arrives à avoir un rapport avec un recul à ta mission dans le monde et qui te permettra d'avoir une distance par rapport aux biens, mais une fois qu'ils l'ont prise, peut-être une fois que Moshe les a tensés très sévèrement, leur a fait des remontrances très dures, peut-être que c'est là qu'ils ont pris conscience et qu'ils sont devenus des gens très extraordinaires. Mais enfin, je voudrais quand même comprendre un peu comment lire ces deux visions, comment concilier les deux visions. Alors, si on réfléchit, la tribu de Rouven, le personnage de Rouven, a quelque chose de particulier. Rouven, c'est celui qui est l'enfant de Yaakov, dont Yaakov ne sait même pas maîtriser l'acte qu'il est en train de faire. Il est avec sa femme, avec Léa, il croit qu'il est avec Rachel, eh bien il est avec Léa, ça va donner un Rouven. Ça veut dire que c'est un personnage complexe qui nous montre que nos actes vont beaucoup plus loin que ce que nous on imagine. Dans le conscient, on croit maîtriser nos actes, on croit arriver à agir tel que nous voyons les choses se dérouler devant nous, et puis tout d'un coup, Vaïba Boker, Vine Léa. Après, il y a une révélation à un certain moment qu'en vérité, on a agi, mais nos actes dépassaient largement nos pensées. C'est, je crois, ce qui est caractéristique de Rouven. Rouven, d'une part, est défini comme un bror choté. C'est un bror stupide. Il est stupide, il n'a pas conscience des enjeux véritables lorsqu'il va renverser le lit de Yaakov, qui après la mort de Rachel semble continuer à préférer la servante Bilha, la servante de Rachel, à Léa, qui est sa femme, au moins la deuxième femme légitime, et Rouven ne supporte pas ça. C'est quelqu'un qui propose qu'on lui prenne ses deux enfants si il ne ramène pas Binyamin. Pour peu qu'on lui confie Binyamin, il s'engage au prix de ses deux enfants de ramener Binyamin. Bechor Choté, c'est un abruti. Comment est-ce qu'il peut confier, donner la vie de ses enfants à Yaakov s'il ne ramène pas Binyamin? Mais les enfants, ses enfants sont quand même les petits-enfants de Yaakov. Yaakov ne va jamais le toucher. On voit chez lui, il va sauver Yaakov, Yosef, mais s'il le ramène, l'histoire repartira comme par le passé. C'est-à-dire que la discorde est à l'intérieur des tribus, et c'est pas en étant généreux. Quelle générosité extraordinaire qui le caractérise par ailleurs. C'est que alors que Yosef a hérité du droit d'aînesse qui normalement devait échoir à Rouven, et c'est Rouven qui va sauver Yosef. Quelle extraordinaire grandeur. Et Esav, dans une même situation, a vendu son droit d'aînesse et il a haï Yaakov, son frère, parce que celui-ci a reçu le droit d'aînesse. Regardez la différence avec Rouven. Ou bien Rouven qui se préoccupe de sa mère, qu'elle puisse encore avoir des enfants, avec l'épisode où il a ramassé les doudaïm, les fleurs, là, pour permettre à... Il est tout le temps dans la générosité, il a des midotes exceptionnelles, mais n'arrive pas à maîtriser, à dominer, à employer les midotes là où il faut. Pachaz kamaim al totar. En vérité, tu es impétueux comme l'onde et tu ne recevras pas plus qu'une part simple, alors que tout devait te revenir, mais tu ne sais pas maîtriser les choses, tu ne sais pas leur mettre à leur place, tu ne sais pas dominer les outils qui te sont donnés. Mais par ailleurs, Rouven est un personnage tellement attachant, tellement généreux, qui se sacrifie, c'est le premier aussi qui va essayer, au nom duquel, et qui va hériter des villes refuges, c'est lui qui essaie de sauver à tout prix. Bon, les midotes chez lui aussi dépassent très largement les actes,
et c'est caractéristique de Rouven. Quant à Gad, Gad, c'est autre chose. C'est Gad, en vérité, c'est l'enfant de l'expérience de Léa, qui étant sevrée d'enfants essentiels pour la constitution du clan d'Israël, et leur dit Rouven, Lévi, Cohen, Juda, Issachar, tous les principaux piliers du clan d'Israël ont été mis au monde par Léa, mais elle ne veut pas en rester là, elle a une préoccupation, elle se rend compte, elle prend conscience qu'en vérité, le destin dans lequel elle doit s'inscrire est un destin qui dépasse sa personne, et bien qu'elle avait déjà de son côté à elle, au-delà de laquelle elle peut remercier Hachem qui lui a donné plus que sa part, mais elle doit inscrire sa part dans une préoccupation plus large, et donc élargir sa mission en se sacrifiant, en donnant sa servante pour ajouter encore d'autres dimensions dans le clan d'Israël. C'est Gad qui est le produit de cela. Donc Rouven qui illustre le fait que nos actes, on ne maîtrise pas nos actes, les conséquences de nos actes, et Gad, la prise de conscience que notre histoire personnelle ne s'arrête pas avec notre destin individuel, mais doit s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus large. Un désir, une prise de conscience dans ces deux tribus qu'il faut déborder. Et ils ont, Vayar Réchit, l'eau. Ils ont vu Réchit, le principe des choses. Et quel est ce principe? C'est que Moshe Rabbeinu est le Réchit, mais on voit que Moshe Rabbeinu est un personnage qui a cette dimension de déborder, d'en vouloir davantage, d'avoir une ambition démesurée pour Hachem, quand il est en train de recueillir le Erev Rav, l'Ered Kishichet Amcha, le peuple qu'il rapporte, cette tourbe multiple, au visage multiple, qu'il rapporte d'Égypte, en vérité qualifié comme Amcha, c'est ton peuple. C'était pas la volonté, si l'on peut dire, d'Hachem de les faire sortir d'Égypte, c'est Erev Rav. C'est Moshe qui a pris sur lui la responsabilité d'élargir le peuple, de faire déborder le peuple, bien que ce débordement sera suivi de conséquences souvent funestes, mais Moshe devine le potentiel et un refus de s'arrêter aux seules données du peuple juif. Et là, c'est Erev Rav, comme ce peuple de Gad et Rouven qui hérite des Arvot Moav, aussi Erev Rav, de cette solidarité du peuple. Qu'est-ce que c'est la solidarité? Ça veut dire que on est responsable plus que de sa seule propre personne. C'est donc une caractéristique qu'ils ont de lui. Ensuite, les territoires qu'ils prennent sont les territoires de Ammon et Moab. C'est les territoires que Sichon et Og ont récupérés de Ammon et Moab surtout, qui sont les peuples qui, dans l'histoire, sont importants par leur apport dans la lecture messianique, dans une vision messianique du peuple juif. Le peuple juif a besoin d'apport extérieur qui sera fourni par les deux prédot tovot, par les deux descendantes importantes, essentielles à l'histoire, qui s'appelle Ruth de Moab, et Naama, la femme de Shlomo Ameler, et la mère de Rehavam, du futur roi d'Israël, du fils de Shlomo, qu'on a besoin d'aller chercher là-bas. Comme si cette histoire qui se limiterait à l'essentiel, au Bnei Israël, à Eretz Israël, comme si elle n'est pas suffisante. Elle manque d'ambition. L'ambition doit être une ambition de celle incarnée par Moshe. Moshe en même temps est très
concerné par la dimension d'Eretz, mais en même temps, il n'est pas choqué d'être qualifié de Mitzri. On a déjà souvent dit ça. Il s'appelle Ish Mitzri, il ne réagit pas. Il épouse une convertie, donc ça veut dire qu'il a une qualité exceptionnelle d'être large comme la Torah qui incarne, c'est lui qui incarne la Torah, disons, avec son ambition de s'adresser à toutes les dimensions, à tous les horizons envisageables. Eh bien, c'est ce que Moshe a, et que les Bnei Gad, essentiellement, et aussi les Bnei Rouven, d'ailleurs, Gad l'incarne encore plus, et c'est pour ça qu'ils ont sans doute plus de troupeaux encore que Rouven. Et cette dimension-là, c'est ça ce qu'ils revendiquent, et ils sentent que c'est ça la base même de l'histoire. L'histoire ne doit pas s'arrêter aux seuls habitants qui pénètrent en Eretz, mais a déjà des prémices. Et c'est peut-être ça la bracha, Baruch Marchiv Gad, béni soit Hachem qui élargit, qui grandit Gad. Élargir, c'est le terme afté, aft, yafet. C'est le terme d'augmenter, c'est une question de nombre, c'est une question liée à la beauté, c'est la multiplicité, la beauté qui est, comme on dit, Shlosha Dvarim, Achivim, Dato chez la dame. Il y a trois choses qui font respirer l'air du large, c'est la beauté. Ils ont tous lié à la beauté, une belle maison, une belle femme, de beaux objets. C'est pas indifférent, un objet n'est pas simplement un objet, mais il doit apporter quelque chose, un sentiment comme ça, une sérénité, une vision large. Et Gad, il est marrive, il est quelque chose, il a une dimension de large. Le vent du large souffle avec Gad. Et c'est ça ce qui est marqué Safoun. Safoun, c'est une chose dont on n'a pas conscience, c'est une chose qui n'apparaît pas. Lo yada ish et kevurato, les gens ne sont pas conscients, arrêtent en réalité leur analyse au visible, aux statistiques, à des éléments qu'ils tiennent, qu'ils croient tenir, alors qu'en vérité, il y a là derrière, ou plus profondément que cela, il y a quelque chose d'énorme, de très très large, qui déborde, qui dépasse le visible qu'on a sur Moshe et sur notre histoire personnelle. Et donc, c'est ça aussi que les biens, l'importance accordée aux biens, les biens aussi, c'est un domaine qui est l'élargissement de la personne. La personne d'abord se définit par elle-même, c'est vrai, mais elle est prolongée par les biens. On voit que Yaakov se soucie, va voir comment se portent tes frères et le troupeau. Ou bien que Moshe va obtenir de l'eau, Vayash Ketzatson aussi, tous les troupeaux en plus, qu'il fallait abreuver le peuple. Et il y a un souci aussi d'abreuver les troupeaux. Donc il y a un intérêt pour ce monde matériel. Le problème, c'est que chez Gad, ce côté-là d'élargissement, de prolongement, est tellement fort que il inverse un peu les valeurs. Il voit tellement clairement, c'est une tribu tellement grande qui voit les choses tellement le fond des choses, la partie enfouie des choses, que pour lui, quelque part, ça fausse son jugement et que il perd un peu les critères de jugement et renverse un peu les échelles de valeur par le fait de trop sentir l'implication de ces dimensions. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est tout ce qui caractérise Rouven et Gad, c'est cette dimension de Chutz La'aretz, cette dimension d'Andor d'Eretz, que qui caractérise aussi Moshe Rabbeinu, qui est enterré là-bas en Chutz La'aretz. Et les territoires qui sont conquis par ces deux tribus, eh bien, il y a une discussion à ce propos. Est-ce qu'on apporte les bikurim, les prémices des fruits d'Eretz, quand on devait parler des bienfaits d'Hachem qui nous a amenés de dépendants de Lavan à Arami et qui nous a amenés jusqu'à nous donner
la richesse du territoire d'Eretz. Alors, est-ce que on apporte aussi des prémices dans les fruits, prémices, hein, c'est le problème des prémices, n'est-ce pas toujours. Est-ce qu'on apporte ça sur Bnei Gad et Bnei Rouven, sur le territoire de Me'ever la Yarden, de l'autre côté. Et le Rabbi Yossi Aglili dit on n'apporte pas ces fruits. Pourquoi? Parce que il fallait dans la formule, lors de ce don qu'on apportait au Beth Amikdash, des prémices, déclarer Eretz Zavat Halav, tu m'as donné cette terre où coule le lait et le miel, et Bnei Gad et Bnei Rouven, ces territoires, ne sont pas Eretz Zavat Halav Udvash. Les Chachamim sont d'avis qu'il faut, oui, apporter, c'est d'ailleurs la halakha, qu'il faut apporter les prémices de ces fruits, de ces territoires, des fruits qui ont poussé dans ces territoires, parce que c'est d'Adama, Asher, Natatali et Hachem, Hachem m'a donné. C'est une terre qui a été accordée par Hachem, et donc il fallait aussi, elle relevait aussi de l'apport des prémices. Je dirais que si l'on veut caractériser la place de ces tribus, Gad et Rouven, par rapport à Eretz, je dirais c'est comme la marge d'Eretz. Il y a les grandes puissances avaient souvent des positions fortes à l'extrémité de leur territoire, les marches du royaume, où on installait des marquis pour gérer ces points avancés de la puissance de. Eh bien, c'est aussi le même mot que les marges, que Gad et Rouven sont les positions avancées pour pénétrer en Eretz. Comme quelqu'un m'a fait la remarque, on appelle ça Chutz Laaretz. C'est pas la terre des Umot, c'est pas la terre des nations, mais c'est le Chutz Laaretz. Il y a un Bifnim Haaretz, l'intérieur de la terre, et l'extérieur de la terre, toujours dans la terre. Mais la partie interne, la partie structurante, essentielle, fondamentale, le noyau dur d'Eretz, et le Chutz Laaretz, c'est la partie externe, comme on dirait par exemple que les biens d'un homme sont la partie, un prolongement extérieur à l'homme, mais qui est encore une partie de l'homme. Regarde, qu'est-ce qu'un homme possède, les choses qui lui sont données par le ciel, qui définit qu'est-ce qui appartient à chacun, eh bien, tu verras un reflet de sa réalité intérieure. Et la marge, c'est, si on regarde dans une photo par exemple, il y a la photo elle-même, et autour de la photo, il peut ou ne pas y avoir une marge. Qu'est-ce que ça veut dire avoir ou pas une marge? C'est-à-dire, est-ce que tu fais déborder la photo, tu la mets en valeur? C'est comme si tu donnes marrive, tu élargis la vision de la photo à ne pas la limiter essentiellement au sujet, à l'image elle-même, mais que cette image elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'être mise en relief, donc par quelque chose qui est la continuation, la mise en valeur, le souci de l'importance de l'image à mettre en valeur, c'est la préoccupation de lui créer une marge. Les Bnei Gad et Bnei Rouven sont en vérité, quand ils voient le Réchit, ils doivent avoir une lecture très profonde et puissante du destin du peuple juif pour avoir un souci de créer cette marge. Il faut des marges du royaume. On dira aussi, par exemple, en musique, il y a le rôle de la pause. La pause à la fin d'un morceau est quelque chose d'absolument essentiel pour arriver à apprécier le morceau. Si on a entendu un très grand morceau, il y a un silence qui se continue dans la salle, parce que c'est comme si chacun écoutait l'écho de ce qui vient de se jouer dans ce silence. Le morceau continue à s'exprimer et à se développer et à faire sa place à travers la pause, le silence qu'il faut lui accorder. Et si jamais, à la fin d'une exécution magistrale de l'orchestre, il y avait un être insensible qui commençait à exprimer sa joie extraordinaire en applaudissant immédiatement, mais on a envie de l'étrangler. Il nous frustre
d'avoir entendu le morceau, de continuer à entendre le morceau en nous. C'est peut-être aussi ce qu'on appelle le torque des dibours. Quand on dit qu'une parole n'est pas terminée par la simple parole, mais tant qu'on est encore dans le torque des dibours, dans la continuité de la parole, c'est les quelques instants, la marge qui entoure la parole, et bien la parole n'est pas terminée. Et si on est dans le torque des dibours, eh bien on peut se reprendre, on peut compléter, on peut changer, et ça fait encore partie de l'image elle-même. Je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose qui est frappant dans ce récit de Parashat Matot, c'est que toute la discussion, j'étais frappé cette année par le fait que toute la discussion entre Bnei Gad, Bnei Rouven et Moshe se déroule uniquement entre Bnei Gad, Bnei Rouven et Moshe. C'est-à-dire comme si Hachem n'intervenait pas. Comme si c'est à Moshe de définir, d'accepter les conditions, quelles sont les conditions de l'installation de ces deux tribus en Chutz La'aretz. Moshe va discuter de cela. Il va donner les modalités, les conditions et les modalités pour que Gad et Rouven aient le sens de ce rattache à Eretz. Ils ne peuvent avoir non pas une espèce de kidnapping, de faire main basse sur des territoires. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela, sans doute, que la virulence très, très particulière dont fait montre Moshe contre l'attitude des Bnei Gad et Bnei Rouven, ce n'est peut-être pas seulement parce que, à cause des reproches qui peuvent leur être adressés, mais parce que l'enjeu des Bnei Gad et Bnei Rouven est considérable. C'est finalement de mener le peuple, d'être les plus clairvoyants. Vayetero she'am, ils ramènent les autres tribus, c'est eux qui sont à la tête de la conquête du territoire d'Eretz même. Ça veut dire qu'ils ont tellement compris les enjeux, c'est ça leur rôle. C'est ça le rôle d'assumer que les définitions des choses n'est pas simplement dans le visible des choses, mais débordent. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a un enjeu énorme dans ces tribus, et c'est peut-être pour ça que c'est tellement essentiel de leur reprocher tout manquement qui semble finalement un manquement de détail, mais qui, dans le cadre de la mission de Gad et Rouven, est absolument essentiel. Et ce que je trouve de formidable, c'est que finalement, c'est quelque chose qui va se dérouler sans qu'Hachem n'intervienne dans cette histoire. On le cite tout le temps, pour Moshe Rabbeinu surtout, pour dire que toute cette conquête, c'est Hachem, 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 qui fait, à qui tu dois, devant qui tu es responsable, etc. C'est ça qui est essentiel. Mais finalement, c'est un dialogue entre le Réchit dont est porteur Moshe, cette mention de cachériser le pourtour d'Eretz, le no man's land d'Eretz, qui doit être un territoire qui est rattaché à Eretz et qui donne du sens à Eretz, et les Bnei Gad et Rouven qui incarnaient cela. Et c'est intéressant que dans les Bikurim, on va dire à Adama Asher Natateli Hashem. On appelle ça les territoires qu'Hachem a donnés. Finalement, comme si Hachem, ne va pas décréter quelque chose sur ces terres, qu'en vérité, c'est la responsabilité des Bnei Gad et Bnei Rouven que de donner un sens positif, à leur demande. Ou bien on ne peut pas leur donner, on ne peut pas leur accorder ce qu'ils demandent simplement comme ça parce qu'ils le demandent, parce que justement tout le problème c'est pour toi, c'est pour te détacher ou te rattacher et donner de la dimension à Eretz. Et donc finalement on conclut, comme dans Zot Abracha, que c'est Hachem qui a donné cette terre à Gad et à Rouven.